L'art de peindre de Claude-Henri Wathelet, troisième chant. L'invention pittoresque. Quelle divinité me rappelle au Parnasse, accents harmonieux de Lucrèce et d'Horace. C'est vous qui m'attirez, c'est vous dans les appâts, à travers mille écueils ont entraîné mes pas. Je brûle de l'ardeur d'une céleste flamme, le désir du succès a pénétré mon âme, et ma muse, qui cède à ces divins transports, pour la troisième fois va former des accords. Vous ne condamnez pas ce sentiment sublime, vous qui le ressentez, vous que la gloire anime, disciple des beaux-arts à qui ma faible voix va de l'invention interpréter les lois. Retracez-vous le plan qu'à son sujet soumise, ma muse s'est prescrit dans sa noble entreprise. De ce plan établi, voyez les premiers vers offrir l'invention sous deux aspects divers. Dans leur rang que réglait un ordre didactique, l'une fut pittoresque et l'autre poétique. Celle-ci, s'élassant d'un vol audacieux, des règles méconnaît le joug impérieux. Le peintre en vain résiste à ce qu'elle projette, c'est elle qui commande à l'artiste poète. Mais celle dont mes chants vont diriger l'effort, aux préceptes reçus doit obéir encore. L'invention qu'ici je nomme pittoresque n'est donc point ce qu'enfante un esprit romanesque, qui, d'une fièvre ardente imitant les effets, dans des caprices vains laisse égarer ses traits. C'est l'ordre ingénieux qui destine, qui trace, à chaque corps un plan, à chaque objet sa place. C'est un choix réfléchi, dirigé par le goût, qui de membres divers ne forme qu'un beau tout, et qui, démêlant bien leur juste caractère, rend compte à la raison des beautés qu'ils préfèrent. Minerve, c'est à toi que je dois m'adresser, dicte-moi les leçons que je vais prononcer. Lorsque tu réunis les arts et la sagesse, n'est pas nous instruire à immortelle déesse. Que, sans un ordre sage, on ne parvient jamais à former dans les arts des ouvrages parfaits. Artistes éclairés, vous que la raison guide, dans le plan d'un tableau qu'elle seule décide, le lieu, l'instant, le jour et l'ordre du sujet, qu'elle assigne une place au principal objet. Préférez pour ce choix le centre de l'ouvrage, c'est le point où tous les yeux s'arrêtent davantage, tel au jeu du théâtre un principal acteur se montre sur la scène et parle au spectateur. Sur cet objet placé répandez la lumière, qu'à frapper nos regards elle soit la première. Unique s'il se peut, et redouter toujours le difficile accord de deux différents jours. Un seul est suffisant si vous savez l'étendre, l'interrompre avec art, le grouper, le répandre. Et par des corps ombrés disposés à propos, à l'œil du spectateur préparé du repos. Plus libre, après ces soins, des lois plus arbitraires laissent à votre choix les détails nécessaires. Mais prévoyez l'effet de ce que vous placez, l'univers est à vous, c'est vous en dire assez. La nature en beauté féconde, inépuisable, si vous choisissez mal, vous rend inexcusable. Rien n'est indifférent, tout dans votre projet doit nuire à l'action ou servir à l'effet. Ainsi,
lorsque jadis, pour orner les offrandes, Glycère à Sicyon arrangeait des guirlandes, l'art qu'employait sa main à mêler leurs couleurs donnait un nouveau prix à la beauté des fleurs. Un artiste admira cette savante adresse, le fameux Posias, l'ornement de la Grèce. Reçut, disciple aimé par un heureux retour, sa gloire et son bonheur des faveurs de l'amour. Les grâces d'un beau choix sont les fleurs de Glycère, imitez Posias, et qu'une ardeur sincère vous fixe à la nature, enflamme vos désirs, augmente votre gloire et forme vos plaisirs. Ô vous, qui méditant une noble pensée, brûlez d'en voir déjà l'invention tracée. Avant que le pinceau, par un essai léger, de cet objet conçu vous fasse mieux juger. Osez approfondir dans l'art de la peinture ce qu'exige d'étude d'une seule figure. Dans un exact plan, les membres bien placés sur un centre commun seront tous balancés. L'équilibre est la loi que prescrit la nature à tout corps en repos. S'il change de posture, il sort de son aplomb, mais après ce moment, il reprend l'équilibre et perd le mouvement. Voulons-nous nous fixer, notre corps se dispose à pencher vers le point où son poids repose, un côté plus chargé semble s'appesantir, il s'affaisse, un contraste alors se fait sentir. La figure devient pittoresque, inégale, sans être moins d'aplomb sur la ligne centrale. Tel paraît ce Troyen qui porte à son vaisseau d'Anchise et de ses dieux le précieux fardeau. À ce poids qu'il chérit dans sa démarche libre, son corps qu'il tient penché fait un juste équilibre. Avance-t-il un bras, l'autre opposé conduit, ce fils jeune et tremblant qui pas à pas le suit. Si l'instinct dont ici j'ai découvert les traces soutient nos mouvements, il forme aussi nos grâces. Galatée, au berger qui vole sur ses pas, se dérobe en marquant qu'elle ne le fuit pas. Sa course est un moyen de l'attirer près d'elle, son action l'éloigne, son désir l'appelle. Voyez dans leurs efforts ses membres contrastés, soumis à son projet dévoiler ses beautés. Son corps suit à la fois, esclave volontaire, la loi de la nature et le désir de plaire. Quelle grâce n'ont pas dans tous leurs mouvements de ce corps déployé les doux balancements. Mais voyons cet instinct bienfaisant et fidèle ajouter à la force une force nouvelle. Samson veut renverser un temple où dans ses jeux le Philistin insulte au guerrier malheureux. Pour finir en héros sa triste servitude, hors d'aplomb, il s'élance et dans cette attitude son corps du mouvement tire un poids plus qu'égal au poids qu'aux Philistins il va rendre fatal. Ainsi donc la nature, à l'insu de nous-mêmes, par un secret pouvoir nous plie à ses systèmes. Et simple, elle le produit par les mêmes ressorts, la sûreté, la grâce et la force des corps. Mais pourquoi voyons-nous à ces lois naturelles, malgré tous leurs efforts, nos arts trop infidèles? Le nu blesse les mœurs des Grecs moins fastueux,
le regard était libre et le cœur vertueux. Cependant l'art gémit sous le joug des usages, l'artiste est abusé par de fausses images. S'il résiste à l'erreur, s'il fait se corriger, du prix de ses travaux bien peu savent juger. Et comment pourrait-on comparer, reconnaître des formes qu'à nos yeux on force à disparaître? Sur la beauté des corps, la mode étend ses droits, le sage en murmurant obéit à sa voix. La jeunesse applaudit à sa bizarrerie et l'enfance soumise à sa folle industrie. Gênant pour obéir ses grâces, ses attraits, voit sur le goût régnant modeler tous ses traits. Si du soin de draper la mode enchanteresse, d'accord avec l'artiste occupait son adresse. Le peintre en ses travaux quelquefois satisfait, l'immortaliserait au moins pour ce bienfait. Mais de nos vêtements, la gênante structure contredit à la fois et l'art et la nature. Faudra-t-il du caprice adoptant les écarts, imiter des abus qui blessent nos regards, joindre à des traits flétris les ornements de flore, parer titan des fleurs que fait naître l'aurore, prêter en confondant et le rang et l'état, la cimare au guerrier, l'armure au magistrat? Non, recherchez-en tout la juste convenance, et, plutôt que le vrai, suivez la vraisemblance. S'il n'est au pied d'Omphale, Hercule ne doit pas porter pour draperie un léger taffetas. C'est la peau du lion qu'il faut au fier Alcide, et la gaze légère est faite pour Armide. Que par un heureux choix dans la forme des plis, le nu du corps se sente au travers des habits. L'art de draper désigne, augmente, annonce, exprime le repos, l'action, le simple, le sublime. Un désordre de plis jetés comme au hasard pour mieux peindre le grand dont Corrège est un art. Tandis que plus exact le Poussin nous indique, en drapant avec soin les beautés de l'antique. Suivez avec réserve l'un et l'autre goût, louez-les, mais osez ne les pas suivre en tout. Le même oubli menace un copiste servile, et l'artiste trop vain à l'exemple indocile. L'un sans guide se perd par sa témérité, l'autre, en imitant trop, n'est jamais imité. Il est un milieu juste, en ce seul point réside la parfaite beauté, le goût juste et solide, qui voit bien la nature évite les excès, et les riches sans faste, aimables sans apprêt. Tel à nos yeux charmés, loin du luxe des villes, brille d'un doux éclat dans des déserts tranquilles. Une jeune beauté qui simple ne sait pas que la grâce et l'amour accompagnent ses pas. Elle s'ignore et plaît, son air naïf enchante, le négligé la part et la rend plus touchante. Mais veut-on imiter ces modestes attraits? Quelle justesse il faut pour bien saisir ses traits. Le naïf, trop souvent, mène à la sécheresse, et l'affectation succède à la noblesse. Soyez donc à la fois fécond et modéré, exact sans être froid et grand sans être outré. Unissez, s'il se peut, par un heureux mélange, les dons de Raphaël aux dons de Michel-Ange. Comme une fleur qui brille et que la faux du temps renverse sans pitié dans ses plus beaux instants. Ainsi de Raphaël l'illustre destinée
par la faux de la mort fut trop tôt moissonné. Rival de la nature, il surprit ses secrets. Jalouse, elle arrêta ses rapides succès. Vous, qu'un prix mérité destine à l'avantage d'éclairer vos talents en lui rendant hommage, élève qui, semant des fleurs sur son tombeau, verrait ce que dans Rome il peignit de plus beau. Dans l'art de composer, choisissez-le pour maître, qu'il vous montre comment l'ordonnance fait naître un premier sentiment de cette passion que doit au fond des cœurs porter l'expression. Mais à ce nom fameux que l'art immortalise, ranimons notre ardeur, suivons notre entreprise. Voyons si l'ordonnance et le plan médité, au genre du sujet, doivent leurs unités. L'art séducteur des vers, la magique peinture, exerce sur notre âme une douce imposture. Leur objet est de plaire et leur but d'émouvoir. Chaque art a ses moyens qui règlent son pouvoir. En ressources féconds, un auteur sur la scène sait attendrir nos cœurs, par degrés nous enchaîne. Et préparant ses coups pour les rendre certains, nous fait de son héros embrasser les destins. De là naît le plaisir de voir Phèdre puni, de là les pleurs qu'on donne au sort d'Iphigénie. Le peintre moins aidé, dont on exige autant, pour parvenir au cœur n'a jamais qu'un instant. Il doit tout à la fois se montrer et séduire, convaincre sans parler, frapper avant d'instruire. Il n'a point ce récit, au besoin toujours prêt, qui sur le temps passé cimente l'intérêt. C'est donc de son sujet la juste convenance, le choix de ses détails, l'ensemble, l'ordonnance. Dans l'art et le concours doivent à l'action tenir lieu de récit et d'exposition. Peindrez-vous ce moment de sang et de carnage où d'Hérode en fureur l'inexorable rage crut en plongeant le fer dans le sang innocent, détourner de sa tête un destin menaçant, d'aussi loin qu'on ne peut entrevoir la peinture, annoncer un forfait dont frémit la nature. Le soleil se cacha sans doute un jour affreux, n'éclaira qu'à regret cet instant malheureux. Les ténèbres, les froids, le son et la poussière terniront les couleurs, souilleront la lumière. Les objets sembleront dispersés au hasard, et c'est là qu'un désordre est un effet de l'art. Évitez de penser, entraîné par l'usage, que composer ne soit qu'inventer l'assemblage de membres différents avec art contrasté, d'effets pyramidaux, de groupes apprêtés. La nature, il est vrai, se groupe et se contraste, mais on abuse trop d'un principe si vaste. Il est des patients qui bravent cette loi, les remords et l'horreur, le désespoir, l'effroi. Des mortels malheureux désunissent les troupes, décomposent souvent et dispersent leurs groupes. Tandis que les plaisirs ou l'attendrissement donnent à l'expression un autre mouvement. L'intérêt nous unit, le plaisir nous rassemble, pénétrés on s'embrasse, on s'attendrit ensemble. Andromède innocente offrait au ciel vengeur, et ses attraits naissants et la juste douleur. Attaché au rocher, Junon dans sa colère,
sur elle allait venger le crime de sa mère. Et cependant percée, élevée dans les airs, la voix l'admire, l'aime et vient briser ses fers. Le peuple accourt en foule, il couvre le rivage, l'intérêt vif confond l'état, le sexe, l'âge. On s'empresse, on veut voir qui doit vaincre en ce jour, le ciel ou le héros, la vengeance ou l'amour. Un monstre affreux paraît, sur lui la main s'élance, fond, l'atteint, le combat, bientôt hors de défense. Le dragon tombe et rompt l'amour victorieux. La joie éclate, un cri s'élève dans les cieux. L'horreur s'évanouit, le plaisir la remplace. On sanglote, on soupire, on se presse, on s'embrasse. Et le peintre attendri, les yeux mouillés de pleurs, se rend maître à la fois de son art et des cœurs. Mais déjà de mes vers, le ton moins didactique passe du pittoresque au mode poétique. Et je vous vois brûler, nouveau Pygmalion, du désir d'animer vos compositions. Artiste, il est temps, je vais monter ma lyre, et pour vous exciter plus que vous pour vous conduire. Ma muse interrompant d'importunes leçons va choisir des accords pour de plus nobles sons. Fin du 3e chant.